Ce à quoi on fait pas forcément gaffe quand on est jeune entrepreneur, c'est aux clauses que tu as dans le pacte d'actionnaire. Parce que tu es toujours très optimiste. Il y a une clause qui s'appelle la liquidité préférentielle. Les investisseurs du dernier tour de table vont récupérer en priorité leur argent. Donc s'ils ont mis 8 millions d'euros dans ta boîte et que la boîte elle est revendue 8 millions, ils récupèrent leurs 8 millions. Ils ont rien perdu, mais tous ceux qui étaient là avant repartent avec zéro. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un spécialiste de l'immobilier qui a commencé dans une thématique qui n'a absolument rien à voir, vous allez très vite comprendre pourquoi. J'ai le plaisir de recevoir Cédric. Salut Cédric. Salut Thibaut, merci de m'accueillir. Merci beaucoup, je profite de ton passage parisien pour discuter avec toi de tout ça et c'est très gentil d'avoir accepté mon invitation. Je te propose dans un premier temps de te présenter à nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et de nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Alors moi je m'appelle Cédric O'Neill, je suis montpelliérain depuis maintenant quasiment 15 ans. D'accord. J'ai 34 ans, 2 enfants et j'adore créer des entreprises. Je pense que là, celle que j'ai, je vais la pousser très loin parce que j'adore le secteur d'activité sur lequel je suis qui est l'immobilier. Ouais. Et je me décris plutôt comme un aventurier, c'est-à-dire que tout ce que j'essaye de faire, c'est par rapport à des aventures qui m'épanouissent, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le sport ou autre. Et c'est la 3e société que je monte. Ok. Alors pour resituer un peu, pour ceux qui nous écoutent, donc tu as quand même commencé en tant que docteur en pharmacie. Donc tu étais assez loin de ça et tu avais créé d'ailleurs un premier business, 1001 Pharmacie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de tes premiers pas dans l'entrepreneuriat ? Alors, si on remonte un peu et qu'on remet du contexte, moi au lycée, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Ouais. Et j'ai été très mal orienté parce que je voulais absolument aller en économie et mes profs m'ont dit « N'y va pas, t'es très nul en matière littéraire. D'accord. Va plutôt faire quelque chose de scientifique. » Donc j'ai vu de la lumière, je suis parti en pharmacie. Ma chance et mon malheur a été d'avoir le concours de pharmacie très bien classé la première année. J'ai une capacité à travailler de manière très assidue et à apprendre assez vite. Et finalement, ça a été ma chance et mon malheur parce que ça m'a obligé à faire des études longues, tu vois, et à apprendre parce que je pense que c'est ça, les études, c'est tu apprends à apprendre de manière efficiente. Mais ça a été mon malheur parce que finalement, ça me plaisait pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que ça m'a poussé à faire plein d'autres choses à côté et à m'intéresser notamment à la techno. Ouais. Donc très tôt, je me suis intéressé aux nouvelles technologies, j'ai regardé ce qui se faisait aux États-Unis et mon rêve, ça a été le plus rapidement possible d'aller bosser aux États-Unis. Donc j'ai pris la filière industrie pharmaceutique et à la fin de mes études, je pars bosser en Californie, à San Diego, dans une industrie, c'était une biotech. Donc on parlait moins de biotech, mais il y en avait déjà quelques-unes là-bas. Et en fait, j'ai adoré cet esprit entrepreneurial. Alors je me suis pas du tout retrouvé dans cette biotechnologie qui faisait des vaccins contre la variole. Okay. Mais j'aimais ce côté très entrepreneurial parce que même quand tu fais de la recherche, c'est pas le gouvernement qui te donne des budgets, c'est à toi d'aller faire des publications scientifiques, d'aller pitcher des donateurs ou des investisseurs pour aller récupérer tes budgets, et c'est à toi en tant que docteur ou professeur de monter ton équipe qui va faire la recherche. Et donc en fait, c'est pas de la recherche fondamentale pour le kiff de faire de la recherche. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose à la clé. Et quand je suis revenu en France, donc j'ai passé ma thèse. Ouais. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai fait 2 choses. Premièrement, j'ai contacté TechCrunch, qui était le média de référence aux États-Unis, pour leur proposer d'être rédacteur sur leurs médias et d'aller interviewer des startups françaises. Génial. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et ça m'a permis d'aller à la rencontre de plein de boîtes en France. Ouais. Et deuxièmement, j'ai essayé d'analyser toutes les opportunités sur le domaine pharmaceutique. Okay. Parce que j'avais la croyance qu'il fallait que je reste dans mon secteur d'activité pour être crédible vis-à-vis de partenaires avec lesquels j'allais bosser. Et à ce moment-là, il y a Roselyne Bachelot, qui était ministre de la Santé, qui annonce que la France doit se mettre en conformité avec le droit européen et doit autoriser la vente de médicaments sur Internet. Okay. J'avais une petite routine. Le samedi matin, je lisais les Capital, les Management, tous les magazines avec un café. Et j'étais bercé aux entrepreneurs qui étaient dans ces magazines et moi, ça me faisait rêver. Ouais. Et j'avais vu l'histoire de Direct Energy qui était arrivée sur le secteur de l'énergie comme ça avec un changement de législation, et je me suis dit mais il va se passer la même chose dans la pharmacie. Il faut que je sois le premier à proposer une plateforme de vente en ligne de médicaments en France. Et donc c'est ce qu'on a développé à l'époque avec mon associé, et on était là au bon moment, au bon timing. Ouais, clairement. Parce que nous on s'est lancé en octobre
octobre 2012. Okay. Et le changement de législation est intervenu en début 2013. Donc, tu vois, on était même là avant la législation. Ce que j'avais pas anticipé, tu vois, il y a beaucoup de naïveté quand tu crées une première entreprise. C'est toutes les emmerdes qui allaient me tomber dessus. Ouais. Tu vois, on a été en procès avec l'ordre des pharmaciens, on a été en procès avec plein de laboratoires qui voulaient pas qu'on commercialise leurs produits sur notre plateforme. Eh oui. Et qui se disait, mais si en fait 1001 Pharmacie, qui est la boîte que j'ai créée, peut vendre du médicament, mais qu'est-ce qui va empêcher demain Amazon de faire la même chose? Et on veut surtout pas mettre l'ogre américain dans la bergerie. Ouais. Donc c'était non pas une guerre contre nous, mais une guerre contre Amazon de manière indirecte. Et donc ça a été super enrichissant parce que tu vois, j'avais 23 ans, on est monté à plus de 45 employés, ça a été un truc très rapide parce qu'en 3 ans on est passé de 0 à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah ouais, c'est énorme. J'ai fait 3 levées de fonds avec des business angels puis 2 fonds d'investissement. Okay. Et c'était pas du tout le marché d'aujourd'hui au niveau du financement, c'était galère pour lever des fonds quand t'as 23 ans, quand t'es sur un secteur très régulé qui fait peur à tout le monde. Donc on s'est beaucoup dilué. À la fin de l'aventure, moi quand je suis parti, il me restait moins de 10% du capital. Ah oui, bonne dilution. Bonne dilution. Et en plus, l'erreur que j'ai faite, c'est de préférer le montant de capital le montant d'argent qu'on allait mettre dans ma société plutôt que le fit humain. Ouais. Et donc, je me suis pas forcément associé avec les meilleures personnes. Ce qui fait qu'il y a eu un désalignement à un moment donné sur la vision stratégique. Et en 2017, j'ai une partie de mes investisseurs qui m'a révoqué de mes fonctions de président. Ah ouais, carrément. Donc ça, il faut le savoir, c'est possible. C'est que si t'es président, une assemblée générale extraordinaire peut décider de te foutre dehors. Donc il suffit qu'il y ait un actionnaire majoritaire qui soit plus en accord avec toi. Ça arrive au même au meilleur. Hein. Ouais, Elon Musk, si tu nous regardes. Et en fait, du jour au lendemain, je me retrouve à la porte de ma propre boîte. Sans chômage, parce que quand t'es mandataire social, t'as pas le droit au chômage, avec un enfant qui allait arriver 3 mois plus tard. Moi, j'avais pas du tout capitalisé, j'avais pas épargné, parce que finalement, pendant les 3 premières années, tu vois, je m'étais pas payé et je m'étais pas versé un gros salaire, même post levée de fonds. Et j'avais pas fait de cash out, c'est-à-dire j'avais pas revendu une partie de mes actions pour avoir un capital de sécurité. Donc déjà, c'est une expérience assez violente qui teste ta capacité de rebond. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, j'ai envie d'entreprendre toute ma vie, mais je peux pas me retrouver dans cette situation de montagne russe où tu retombes et t'as plus rien et t'es en galère. Donc je me suis dit, il faut que je me crée un filet de sécurité, et quoi de mieux que l'immobilier pour se créer un filet de sécurité. Donc c'est à ce moment-là, tu vois, que j'ai commencé à regarder l'immobilier, et je me suis dit, en fait, intellectuellement, c'est sympa l'immobilier, parce que chaque deal, chaque opportunité est différente et nécessite d'être analysée d'une façon qui est différente de la précédente. Ouais, bien sûr. En fonction de la localisation de ton bien immobilier, en fonction de la rentabilité, en fonction de ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire une maison médicale? Est-ce que tu veux faire un achat-revente? Est-ce que tu vas faire une découpe en appartement? Bien sûr. Est-ce que c'est plutôt un immeuble que tu vas acheter pour faire du rendement locatif sur la durée? Il y a des milliards de possibilités et c'est ce qui m'a plu. Et ce qui m'a plu également, c'est cette capacité, quand tu es malin, de rapidement te constituer un patrimoine. Tu vois, en 7 ans de boulot avec 1001 Pharmacie, la boîte a été revendue en 2018, j'ai gagné 200 000 euros. Ouais. Alors que la boîte, à un moment donné, elle était valorisée 20 millions d'euros. Sauf qu'on l'a revendue, nous, à un concurrent coté en bourse pour 8 millions d'euros. Okay. Ce à quoi on fait pas forcément gaffe quand on est jeune entrepreneur, c'est aux clauses que tu as dans le pacte d'actionnaires, parce que tu es toujours très optimiste. Donc là, il y a une clause qui s'appelle la liquidité préférentielle. La liquidité préférentielle dit la chose suivante: les investisseurs du dernier tour de table vont récupérer en priorité leur argent. Donc s'ils ont mis 8 millions d'euros dans ta boîte et que la boîte elle est revendue 8 millions, ils récupèrent leurs 8 millions, ils ont rien perdu, mais tous ceux qui étaient là avant repartent avec 0. Ah ouais. Et donc ça, c'est pas forcément cool, parce qu'il y a un désalignement des intérêts sur le fait que eux ne prennent pas de risques. Et ce qui s'est passé quand ils ont changé le président à la tête de la société, ils se sont dit, nous, on n'y croit plus, il n'y a plus Cédric, on va revendre la boîte. Et on va la revendre 8 millions d'euros parce qu'on n'a pas besoin de la revendre plus pour récupérer notre argent. Et donc ça fait que tu la revends un peu à la casse. Alors ce qui est très cool, c'est que moi c'est un semi-échec, parce que en même temps j'ai pas gagné d'argent avec cette première société alors que j'ai mis toutes mes tripes pendant 7 ans. Mais d'un autre côté, vis-à-vis du grand public et vis-à-vis de ma crédibilité, ça a été une méga success story, dans la mesure où j'étais étudiant, j'ai créé un truc qui faisait 15 millions et ça a été revendu à un groupe coté. Donc si tu veux, publiquement, les gens ils me disaient waouh, il a empoché des millions. Ouais, bien sûr. Et donc ils avaient envie de travailler avec moi. C'est complètement paradoxal, mais en fait, quand les gens ont l'impression que tu as gagné plein d'argent, naturellement ils ont envie de venir vers toi. Et tu vois, tu parles de paradoxe, c'est une situation plutôt paradoxale, parce que tu montes ta boîte donc pour être ton propre patron, voilà. Sauf que tu arrives à une situation où tu as moins de 10% de la boîte.
au final, tu travailles pour tes investisseurs. Ah, t'es salarié de tes investisseurs. T'es salarié. Et c'est super chaud parce que si t'as des investisseurs qui, en plus, sont un peu autoritaires et qui vont faire une gestion de fait, s'impliquer dans les décisions, c'est toujours une épée de Damoclès que tu as au-dessus de la tête où ils te disent mais en fait t'exécutes ce qu'on te dit de faire parce que sinon tu dégages. Heureusement, tu vois, il y en a de moins en moins des investisseurs comme ça dans l'écosystème français parce que tu as toute une jeune génération qui s'est inspirée de ce qui se fait aux États-Unis et qui s'est dit en fait le but c'est de faire des boîtes à plus d'1 milliard et donc il faut incentiver l'entrepreneur. Et si c'est faire une petite boîte à 20 millions, on s'en fout, on n'y va pas. Et on va pas mettre la pression à l'entrepreneur. Ça, c'était un peu les investisseurs à la papa qui se disaient on va faire des PME, alors que maintenant les investisseurs ils se disent bah nous on veut incentiver l'entrepreneur et c'est binaire, c'est soit ça fonctionne et ça explose et tout le monde sera content et on se répartira la valeur qui aura été créée, soit ça fonctionne pas, mais si c'est mettre 8 millions et ressortir sur une valo de 13, ça nous intéresse pas. Bien sûr. Donc le niveau d'ambition a été un cran au-dessus et ça permet de réaligner et d'être vraiment entrepreneur friendly là, avec cette nouvelle génération d'investisseurs. Et donc ce qui est marrant, c'est que je pars dans l'immobilier et le premier deal que je fais un achat-revente, j'achète une maison. Non, en fait, je me fais virer. J'avais quand même des bulletins de paie, donc je vais voir mon banquier et je lui dis tu sais pas encore que j'ai été viré, finance-moi cette maison, je vais la découper en 5 appartements, c'est un projet patrimonial. Et en fait, cette opération de marchand de biens, en l'espace de 1 an et demi, elle me rapporte 400 000 euros de net d'impôt. Et je me dis waouh. En fait, là, j'ai sorti 0. C'est la banque qui m'a financé mon opération de marchand de biens. Je sors 400 000 euros, qui est le double de ce que j'ai gagné avec ma première boîte en 7 ans de labeur. C'est dingue. Et je me dis, mais en fait, si t'es pas trop con, tu peux les multiplier, ces opérations-là. Et parce que je suis capable d'en faire 5, 10 à l'année. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est génial. Et en plus, ça te demande d'avoir une connaissance sur un spectre assez large de compétences. Donc, je retourne voir mon banquier une deuxième fois. Je lui dis, regarde, j'ai une autre opération. Il me dit, OK, on te finance. Et j'y retourne une troisième fois, je dis regarde, j'ai une belle opération. Il me dit non, blocage total, t'as trop d'encours chez nous, t'es encore dans une opération, ta capacité d'emprunt elle est déjà au-delà de ce qu'on fait d'habitude, parce que tu vois, j'étais autour des 60% de capacité d'emprunt, vu que ok, je générais du cash en faisant de la revente, mais c'était dans une société, moi je me versais pas de salaire. Donc ça, ils ont du mal à l'appréhender. Et quand t'es entrepreneur, moi je me suis retrouvé ultra frustré, parce que tu te retrouves à avoir des super deals où tu leur expliques non mais vraiment là les gars, on est en plein centre-ville de Montpellier, j'achète à 2000 euros du mètre, tout se vend autour à 4000, pourquoi vous me prêtez pas? Et là, comme je suis frustré, je me dis bon, comment je fais pour me passer des banques? Alors j'appelle des potes, heureusement moi mes potes ils sont pharmaciens, donc ils gagnent un peu bien leur vie. Et je leur dis, ça vous chauffe parce que là j'ai un super deal. Ils me disent, bah ouais, nous on a un peu de cash mais on n'a pas le temps. Donc ok, on fait une première opération, une deuxième opération. Et au bout de la deuxième opération, ils me disent, bah c'est vrai qu'on a mis toute notre épargne là, on peut plus dessus. Et là de nouveau je suis frustré parce que moi mon idée c'était, je voyais toutes ces opportunités sur le marché et je me disais, mais comment on scale, comment on passe à l'échelle? Et je suis pas là pour faire 5 opérations à l'année, je suis là pour en faire 200, 300, 1000. Tu gérais tout toi-même du coup? Ouais, je gérais tout moi-même. En fait, t'as pas tant de choses à gérer que ça quand tu commences à avoir des automatismes, parce qu'après tu vas externaliser avec des architectes, avec de la maîtrise d'œuvre qui s'occupe de l'exécution des travaux. Donc le plus dur au début, c'est arriver à bien ficeler l'opération, tu vois, à bien faire tes calculs, à aller la vendre soit à des investisseurs, soit à ton banquier, et après à trouver la bonne personne à qui déléguer les petits travaux. Donc je continue à en faire un peu comme ça sur le côté. Maintenant j'essaye de vraiment plus mettre les travaux dans la balance, moins j'ai de travaux, mieux je me porte, mais forcément c'est des deals qui sont plus rares. Ouais, bah c'est sûr, c'est ce qui te permet généralement de faire le plus de plus-value. Donc, exactement. J'avais cette frustration et je me disais, bon, il faut que je crée un fonds d'investissement dans l'immobilier. Et moi, je viens d'un milieu très modeste, ce qui fait que j'ai toujours voulu sortir de ma condition sociale et gagner de l'argent pour me dire que je connaîtrais pas la situation que j'ai connue quand j'étais plus petit. Je me disais, faire un fonds d'investissement, aller voir des banques et leur demander des millions, c'est vraiment pas un truc qui me fait kiffer, parce que ok, je vais gagner de l'argent, mais c'est quoi le sens de ça, tu vois, mettre au travail de l'argent qui viennent de grandes banques, de grandes compagnies d'assurance, et être toute la journée en costume costume cravate, c'est pas quelque chose qui me ressemble. Et c'est à ce moment-là, tu vois, on était en pleine période du Covid. Je voyais des applications comme Trade Republic, Robinhood,
ou eToro, des apps qui te facilitent l'investissement, soit en crypto-monnaie, soit en bourse. En un clic, tu peux acheter des actions de Tesla, de n'importe quelle boîte. Ouais. Et je me disais, mais c'est ouf. Tu vois, Trade Republic, en juin 2021, juin 2020, juin 2020, plein Covid. Ils font une méga levée de fonds. Je crois qu'il a vu 800 millions d'euros. Ah ouais, c'est énorme. Ou 900 pour tuer le game en Europe. Il y avait Robinhood qui se développait, qui était on annonçait des valos à 40 milliards pour Robinhood. Et ils annoncent qu'ils ont pris 1 million d'utilisateurs sur le seul mois de juin sur l'Allemagne. Et là, je me dis, mais c'est dingue. Les gens commencent à investir là-dessus parce que c'est simple. Et par contre, l'immobilier, ça reste le parcours du combattant pour acheter. T'as plus d'1 Français sur 2 qui peut pas avoir accès au crédit immobilier. Et rien n'est simple quand tu veux investir dans l'immobilier. Et pourtant, l'immeuble en face de chez toi, tu le connais, tu sais qu'il y a des locataires qui sont bien, qui payent leur loyer. Et je me disais, mais là, il y a une incohérence complète au niveau de la digitalisation de l'IMO. Et si on digitalisait ça et qu'on permettait une solution très simple en 2 clics, donc c'est comme ça que je suis parti sur Brix. Ouais, bah génial. Ouais. Et donc aujourd'hui, où tu en es de ton projet, est-ce que tu as accompli ce que tu voulais? J'imagine qu'on veut toujours en faire plus, mais quel est un peu l'état de Brix? Alors non, là je suis vraiment qu'aux prémices. Okay. J'essaye. Je pense que ma valeur ajoutée, c'est dans l'immobilier, mais même en général, c'est d'appréhender les marchés avec un œil nouveau, tu vois, de me dire, ok, je vais pas refaire ce qui s'est fait pendant des années. Comment on fait pour amener une touche de modernité, une touche de simplicité dans un écosystème qui mérite d'être complètement disrupté. Ouais. Et donc, moi, ma vision par rapport à Brix, là, si tu veux, on a une solution qui te permet de fractionner l'immobilier. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre un immeuble qui vaut 1 million d'euros. Je vais le découper en petites parts de 10 euros et je vais permettre à n'importe qui d'acheter une ou plusieurs parts à 10 euros et de récupérer tous les mois une fraction des loyers. C'est du fractionnement de l'immobilier à partir de 10 euros qui est très intéressant pour les personnes qui ont de l'épargne sur un livret A, qui rapporte... Alors maintenant, on est remonté à 3% sur le livret A, mais qui rapportait moins de 1% il y a encore quelques mois. Comme moi, je vais être capable de te rendre du 8 à 10% là-dessus tous les ans. Et ce qui fait que j'ai un public assez jeune, qui n'a pas accès à l'immobilier, qui va avoir en général moins de 35 ans et qui est intéressé parce que ça permet de mettre un pied dans l'immobilier et d'avoir un rendement sur le capital un peu plus important qu'à la banque. Sauf que c'est très limité parce que c'est limité aux fonds propres que tu es capable d'investir. Ouais, bien sûr. Ouais, t'as pas d'effet de levier avec la banque. Nous, on te met un peu d'effet de levier, mais ça reste limité. C'est-à-dire que si tu mets 1000 euros chez nous, je vais te rendre 100 euros à la fin de l'année. C'est très bien par rapport à un livret A, mais c'est pas ce qui va te rendre riche et c'est pas ce qui va te permettre de te constituer une retraite à la fin de ta vie. Non, c'est sûr. Donc il faut être dans de l'épargne progressive tous les mois, mais ce qui fait vraiment la différence dans l'immobilier, c'est cette capacité à mettre de l'endettement bancaire et cette capacité à avoir une surface financière au travail qui ne t'appartient pas. Moi, quand je vais voir la banque et que je leur explique que je vais mettre un emprunt de 500 000 euros sur un immeuble, la beauté du truc, c'est que ces 500 000 euros, ils m'appartiennent pas. Donc j'achète une maison que je vais revendre 600 avec de l'argent qui ne m'appartenait pas. Et donc, ma rentabilité, tu vois, elle est énorme, vu qu'elle est même pas calculable, vu que j'ai mis 0. Ouais. Tu vois, si je mets 30 000 euros qui sont les frais de notaire, si j'en ai gagné 100 000 à la fin, en fait, j'ai fait x3 en 1 an, en 2 ans. Ouais. Donc, tu as une rentabilité qui est incomparable à ce qu'on peut proposer. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je vois Brix comme finalement la plateforme d'investissement immobilier qui va regrouper différents services. Aujourd'hui, on a commencé par le fractionnement de l'immobilier pour te proposer de l'épargne un peu pimpée, justement avec une dopée en termes de rentabilité. Ouais. Mais le vrai game changer, c'est quand tu vas arriver sur notre plateforme et qu'on va te proposer, parce qu'on connaîtra déjà tes bulletins de salaire et tes revenus et qu'on te dira mais mec t'es pas à ta capacité d'endettement max, on va voir le banquier, on te structure ta SCI parce que c'est bien plus sympa d'investir dans au travers d'une société si après tu veux réinvestir derrière, et on va te faire toute la gestion du bien, et en plus on va aller sur des biens à typologie commerciale parce que c'est ceux où il y a le moins d'emmerdes et la plus forte rentabilité. Mais c'est souvent des biens off-market. Toi, t'es incapable d'aller sourcer des murs de Carrefour Market, par exemple. Ouais. Et on te proposera en même temps des produits de défiscalisation si tu commences à payer un peu d'impôts. Et si tu veux, c'est vraiment la marque que je veux créer, qui est juste, quand vous investissez sur Brix, c'est le pendant, c'est l'extrême opposé de quand vous investissez en bourse. C'est qu'on va vous proposer des produits qui sont plus stables dans le temps que ne l'est la bourse, et on va vous offrir une diversité de possibilités en termes d'investissement immobilier, mais à chaque fois en un clic.
Là, c'est ouf ce qui s'est passé sur le fractionnement de l'immobilier. Tu vois, en 18 mois, on a 300 000 personnes inscrites sur le site, 50 000 investisseurs qui ont déjà mis au moins 10 euros. Mais comment on les accompagne? Parce que bien souvent, c'est des jeunes étudiants, jeunes actifs qui débutent et on est très content d'être là avec eux. Mais dans 5 ans, quand ils vont vraiment avoir un premier job, un premier salaire, comment on fait pour continuer à les accompagner dans cette évolution et dans cette constitution d'un patrimoine pour le restant de leur vie? Ouais, bien sûr. Alors j'imagine que vous êtes pour l'instant pas seul sur le marché et que vous avez dû faire face à des difficultés comme toute entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce qui vous a mis un peu des bâtons dans les roues et comment vous avez fait pour vous en sortir? Tu vois, moi, il y a un livre que j'adore, ça s'appelle Blue Ocean Strategy. Okay. Ça a été écrit par des professeurs d'Harvard. C'est un best-seller sur l'économie. Donc, j'encourage tout le monde à lire le bouquin ou au moins à regarder les résumés. Tu vois, il y a plein de vidéos YouTube qui te... Je mettrai le lien en description de l'épisode. Et Blue Ocean Strategy, c'est quoi? C'est dire... Ok, il y a un océan rouge sur lequel il y a beaucoup d'acteurs et donc rouge c'est parce qu'il y a du sang, tout le monde essaye de se manger et en général la seule proposition de valeur que tu vas avoir d'un acteur par rapport à l'autre c'est juste je baisse mon prix et donc ça te crée une course où tout le monde baisse son prix et décote la valeur ajoutée sur un produit. Et ça c'est pas cool parce que quand tu te fais une guerre des prix à marge égale 0, bon, bah, il n'y a pas de pérennité de la boîte sur la durée. Et donc, Blue Ocean Strategy se dit comment, quand tu regardes un secteur d'activité, tu vas pouvoir supprimer des services qui n'apportent pas forcément tant de valeur ajoutée à l'utilisateur, mais augmenter drastiquement d'autres pans en termes d'accessibilité. Donc, comment tu fais pour pas être moyen sur tout, mais supprimer certaines choses que faisaient les acteurs jusqu'à présent et être excellent sur les autres. Et tu vois, quand j'ai regardé le marché du crowdfunding et du financement participatif, je me suis dit, ce qui est compliqué, c'est que la barrière à l'entrée est très haute. Jusqu'à présent, les acteurs te proposaient d'investir minimum 1000 euros, donc il fallait que tu mettes 1000 euros sur la table pour pouvoir rentrer dans des projets. 1000 euros, en fait, c'est pas accessible à tout le monde. Et donc, je me suis dit, comment on descend cette barrière et on rend le truc vraiment open à tout le monde. Donc, on a permis l'investissement à partir de 10 euros. Ça, c'était la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que on s'est dit, pour que la personne se sente engagée et qu'elle ait l'impression d'investir sur de l'immobilier comme si elle investissait en direct, on va faire en sorte que son rendement soit directement corrélé à la rentabilité de l'immeuble. La majorité des plateformes de financement participatif va te dire, tu prêtes de l'argent à un promoteur immobilier, on te rend 7% à l'année. C'est 7% fixe, peu importe ce qui se passe. Ton seul risque, c'est que le promoteur immobilier se casse la gueule. Mais sinon, tu vas avoir du 7%. Ok, toi, tu as fait un prêt, mais tu te sens pas du tout engagé. Ce qu'on a dit, c'est que tu vas investir dans un immeuble, c'est cet immeuble-là, tu peux aller le toucher, tu peux aller le voir, et ta rentabilité va dépendre directement des loyers qu'on va collecter. Donc nous, on s'engage à te rendre 100% des loyers sur l'immeuble. Si le locataire il paye pas, on peut pas te rendre de loyer, t'as pas de loyer. Et en fait, si le locataire paye plus parce qu'on a augmenté les loyers, bah, tu vas gagner plus dans le temps. Tout de suite, un affect qui se met en place et tu te sens vraiment lié à la vie de l'immeuble. Et ça a changé beaucoup de choses. Et pour faire ça, moi, je suis parti sur un contrat de royalties. C'est vraiment là que ça a été différenciant par rapport aux autres concurrents. Contrat de royalties, donc royalties c'est un mot anglais, mais ça veut dire contrat de revenus futurs. C'est en échange de l'argent que tu vas me donner pour investir dans un immeuble, je m'engage à te rendre tous les revenus futurs qui vont découler de cet immeuble. Donc ça veut dire tous les loyers, mais ça veut dire que aussi si l'immeuble prend de la valeur dans le temps, l'intégralité de la plus-value qui va être générée sur cet immeuble, donc la prise de valeur dans le temps de l'immeuble, je vais te la reverser au prorata du nombre de parts que tu as dans l'immeuble. C'est réévalué tous les combien de temps ça ? Nous, on réévalue tous les ans. D'accord. Initialement, on était parti tous les 6 mois. Maintenant, on fait tous les ans parce qu'on se rend compte que l'immobilier bouge pas comme ça aussi vite et que tous les 6 mois, il y a pas besoin, il y a pas de gros décalage en termes de valo. La magie de ce contrat de royalties, de redevances, de revenus futurs, c'est que c'est pas considéré comme un titre financier en droit français. Donc, comme c'est pas considéré comme un titre financier, ton autorité de tutelle est la direction de la répression des fraudes, donc la DGCCRF, mais ce n'est pas l'AMF, donc c'est pas l'autorité des marchés financiers. Et donc, quand j'ai lancé, toutes les autres plateformes avaient besoin d'un agrément de la part de l'autorité des marchés financiers, sauf moi, parce que mes contrats n'étaient pas des contrats obligataires, étaient des contrats de royalties. Et ça a été génial parce que c'était un boulevard. En fait, ça m'a permis de me lancer très très vite sans avoir à engager dès le début des frais d'avocat importants pour aller chercher une licence auprès de l'AMF.
Et c'est ce qui nous a permis d'aller aussi vite et d'avoir la taille de certains des plus gros acteurs en l'espace de 18 mois. Mais on s'est fait rattraper par la patrouille parce que c'était tellement gros. Tu vois, on se retrouve à faire une levée de fonds communautaire avec tous les membres qui nous entourent. En 10 jours, on collecte 20 millions d'euros, le truc lunaire, plus grosse levée de fonds communautaire avec les membres européennes, même internationales. J'ai pas trouvé aussi gros sur des startups et en si peu de temps. Et là, t'as l'autorité des marchés financiers qui m'appelle et qui me dit, alors ça, je suis pas censé le dire, mais ils m'ont demandé de pas en parler. Donc, mais je suis assez transparent sur tout. Ils m'appellent, ils me disent, écoute, on est quand même assez mal à l'aise. Tu dois faire quelque chose. Parce que, ok, c'est pas des titres financiers, mais c'est quand même sujet à interprétation. Tu vois, il y a une phrase anglaise, c'est substance over form. C'est que, ok, même s'il n'y a pas marqué contrat obligataire sur le contrat de royalties, ça ressemble beaucoup à de l'obligation. Oui, c'est un petit vide juridique. Donc là, il y a un petit vide juridique. Et ce qui nous fait très peur, c'est qu'il y a 10 000 personnes qui viennent de rentrer dans la levée de fonds. Si la boîte se plante demain, c'est potentiellement 10 000 épargnants qui vont venir voir l'autorité des marchés financiers pour dire il y a un défaut de conseil ou un défaut d'avertissement parce qu'en fait l'AMF n'a pas encadré cette levée de fonds participative. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que j'aurais vraiment pu la jouer en mode je suis un cow-boy, les gars, passez, il y a rien à voir, c'est pas un titre financier. Moi, je suis pas dépendant de votre autorité de tutelle, je me fous de ce que vous me dites. Et si vous voulez aller plus loin, bah vous m'assignez et ça sera un juge qui déterminera si oui ou non c'est un titre financier. Sur le long terme, c'est pas génial comme relation. Sur le long terme, c'est pas du tout bon parce que moi, ce que je leur ai dit, c'est que moi, je suis pas là pour faire un coup, je suis pas là pour revendre la boîte dans 12 mois. Moi, je me projette vraiment sur les 20 prochaines années. Et en plus, vraiment, ils font du super boulot. Tu vois, c'est pas des empêcheurs de tourner en rond. Ce qu'ils font, c'est pour protéger l'épargnant. Donc, c'est comment je travaille main dans la main avec eux sur du long terme. Moi, ma vision, c'est de démocratiser l'investissement au plus grand nombre à partir de 10 euros. Donc, je leur ai dit, ok, les gars, moi, j'ai prouvé que ça fonctionnait et j'ai ma preuve de marché. Donc, maintenant, aller chercher un agrément et me mettre en conformité et avoir des procédures de contrôle interne, avoir des auditeurs, j'accepte, c'est fine. Et donc, nous, c'est la raison pour laquelle on est parti tout de suite dans un process de demande d'agrément. Et ça, c'est aussi l'expérience. Tu vois, dans ma précédente boîte, je suis parti un peu dans une bataille contre des moulins à vent avec l'ordre des pharmaciens où je voulais prouver que j'avais raison par rapport à la législation. Mais ces autorités de tutelle auront toujours droit de vie ou de mort sur ta société. Donc, il vaut mieux l'accepter, bosser, travailler avec eux main dans la main, plutôt que de vouloir être dans de la rébellion et leur dire non, c'est moi qui vais vous expliquer la vie. Donc, c'est sympa parce que en fait on a commencé sur une sorte de zone grise, vide juridique. Finalement, moi j'ai bien aimé l'approche, c'est que tu commences à faire un truc qui plaît, on te dit gentiment ok, vous gérez de l'argent, donc on va devenir votre autorité de tutelle et s'il vous plaît, mettez-vous en conformité de demander une licence. Mais on est fine avec votre business et vous pouvez continuer à vous développer. Et ça, je l'avais pas fait avec 1001 Pharmacie, ma précédente boîte. Lorsque des pharmaciens étaient venus vers moi et j'avais dit non, mais la législation européenne dit ça, moi je suis tout à fait dans mon droit, on part en procès si vous voulez et vous verrez que je gagnerai. Et le passé m'a prouvé que j'ai pas gagné, tu vois, c'est que j'ai gagné en premier appel et en première instance et en appel, l'ordre des pharmaciens a gagné. Donc, voilà, ça c'est aussi l'expérience de ma première aventure sur aussi un secteur réglementé qui m'a montré que quand on vient te voir et en plus qu'on vient te voir de manière gentille et polie, sans assignation, bah il faut prendre la main tendue. Là vous êtes toujours en process avec l'AMF ? Alors nous ce qui s'est passé c'est que en juin, donc très rapidement, on a commencé à discuter en mai. En juin on dépose un premier dossier d'agrément. De quelle année ? Juin 2022. Okay. Donc 12 mois après avoir lancé initialement le business. En novembre, on a déposé notre demande d'agrément officielle et donc là, elle est en cours d'instruction et on a bon espoir d'avoir quelque chose qui nous sera validé en mars ou en avril. Et en attendant, ils vous ont demandé d'arrêter une partie de votre activité ou quel était là, depuis décembre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, ils nous ont dit, bon, vous pouvez continuer en attendant et il y a eu un tel engouement par rapport à ce nouveau business qu'on a eu une vingtaine d'acteurs concurrents qui se sont lancés. Et donc ça a commencé à devenir le Far West parce que tant qu'il n'y a pas de législation, tout le monde fait n'importe quoi. Notamment sur la communication.
eux, ils appellent ça une communication qui n'est pas équilibrée. C'est-à-dire que quand tu mets juste en avant la capacité pour tes investisseurs de faire des gains, mais que tu leur dis pas qu'il y a des risques à côté. Et comme tout investissement, il y a forcément des risques de perte en capital. Et face à ça, donc, l'autorité des marchés financiers a envoyé un communiqué en fin d'année pour dire qu'ils considéraient que les contrats de royalties étaient assimilables à des contrats obligataires et donc devaient être considérés comme un titre financier. Et comme ils considéraient que ça pouvait être assimilable à un titre financier, il fallait avoir un agrément. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on a complètement arrêté de proposer des immeubles en financement aux personnes non averties. Donc la personne non avertie, c'est la personne non expérimentée, et ce jusqu'à ce qu'on ait notre agrément. Par contre, on continue à faire du business avec les investisseurs professionnels. Donc c'est tous ceux qui sont capables d'investir plus de 100 000 euros. D'accord, donc là c'est B2B ou encore B2C mais avec une qualification... Ouais, on reste sur du retail, des particuliers, mais qui ont au moins 100 000 euros à investir. D'accord. Donc tu vois, ça n'a rien à voir avec le modèle de la vision de Brix, parce que moi je ne suis pas là pour faire des deals avec des mecs qui mettent plus de 100 000. On en fait, on est très content, ça fait rentrer du chiffre, mais moi j'ai hâte d'avoir... C'est pas l'objectif, j'ai hâte d'avoir l'agrément pour pouvoir repartir sur les projets et à partir de 10 euros. Ouais, bien sûr. Alors, si tu pouvais recommencer ce projet, te nourrissant de tout ce que tu as pu vivre jusque-là, qu'est-ce que tu referais si tu pouvais le recommencer from scratch? Alors, j'ai pas forcément pris suffisamment de recul, tu vois, parce que ça fait que 24 mois que j'ai lancé, ça va très vite. Donc ça, t'arrives à te le dire, tu vois, quand t'es un peu sorti de l'opérationnel et que t'es plus la tête dans le guidon. Par contre, effectivement, tu vois, moi, je suis très attentif sur tout ce qui te défocus, ce qui te sort de l'exécution et ce qui te sort de l'opérationnel. Donc, ce que je ferai, c'est aller contacter plus rapidement les autorités, donc notamment l'AMF, pour leur dire, écoutez, j'existe, comment on fait pour bosser ensemble? Parce que finalement, là, on a attendu un peu ce dernier moment où c'est eux qui sont venus nous voir en nous disant, de toute manière, c'est pas un titre financier, ça les regarde pas. Et là, il y a eu un peu de naïveté de ma part. J'aurais, je pense, dû anticiper la chose et commencer à discuter bien plus tôt avec eux. Ça change rien, sauf que ça nous a fait bosser sur un dossier quand même d'agrément qui fait 500 pages, un peu dans la précipitation, dans le rush, et ça te défocalise de l'exécution au quotidien dans ton business. Sinon, non, je referai tout pareil, dans la mesure où, tu vois, on a fait mais 5 fois mieux que les attentes que j'avais mis sur un business plan au début. Par contre, parce que ta question elle est intéressante, c'est est-ce que tu as des conseils à donner finalement à des personnes qui veulent se lancer? J'ai pas mal analysé tout ce que j'avais fait dans 1001 pharmacies, donc ma première boîte, et qui a pas forcément fonctionné. Et c'est ce que maintenant j'essaye de faire mieux au niveau de Brix. Et moi j'ai quelques apprentissages par rapport à ça. C'est premier apprentissage, le fit humain, c'est la chose la plus importante. Mais que ça soit au niveau de tes employés, que les investisseurs. Il faut que tu aies une culture d'entreprise très forte. Et tu vois, ma people manager là, chez Brix, des fois elle me dit, Cédric, ce candidat-là, est-ce que tu te vois aller boire une bière pendant une demi-heure à la fin du boulot avec lui? Et tu vois, qu'est-ce qu'elle veut dire cette question? C'est les soft skills sont bien plus importantes que finalement la capacité du gars techniquement. C'est-à-dire que ça peut être le meilleur expert immobilier, si finalement tu t'entends pas du tout avec lui, et s'il a pas ses soft skills pour avoir la bonne entente, il vaut mieux qu'il ait de l'humilité et une capacité à apprendre très vite que un gros réseau et une grosse expertise, mais un caractère qui est complètement en opposition avec ce que tu essayes de prôner en termes de valeur. Donc là-dessus, on essaye vraiment de faire attention à ce fit humain, parce qu'en plus, moi, je l'ai vu au niveau de mes investisseurs, ça peut complètement mettre une boîte au tapis si tu t'embarques dans une aventure et où t'as pas le même objectif et où t'as pas la même façon de faire ou de voir les choses. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en startup, on a toujours tendance à recruter des personnes qui sont juniors, que tu payes pas beaucoup, parce qu'en fait t'as pas de cash, donc t'as besoin de main d'œuvre et tu recrutes les premiers venus. Mais en fait tu peux avoir 40 personnes et faire le boulot de 100 si t'as des personnes qui sont compétentes et qui vont droit au but, droit à l'objectif, tu vois. Et donc il vaut mieux à un moment donné accepter de payer plus cher une personne qui a déjà fait une tâche 3-4 fois et qui s'est déjà plantée plein de fois, parce que elle va aller super vite et elle va te faire économiser beaucoup d'argent, parce que les conneries coûtent du temps, de l'énergie et de l'argent in fine. Donc accepter de payer plus les gars parce qu'ils ont déjà l'expérience et ils l'ont déjà fait dans une précédente boîte, pour moi ça a pas de prix, parce que ça t'économise des fois 4 juniors
confort d'avoir un senior. Ouais. Et la dernière expérience là, et ça je le vois pas mal chez Brix là en ce moment. T'as une phase de transition au début, l'entrepreneur qui lance sa boîte, c'est un couteau suisse, il est partout, il doit tout faire, et parce qu'il fait tout moyennement. Et il est beaucoup dans l'exécution. Il y a une phase de transition, quand tu commences à avoir du middle management, il faut arriver à sortir de l'exécution, à s'entourer de personnes qui sont bien meilleures que toi, parce que le risque quand tu veux faire exécution et cascader les valeurs et la culture d'entreprise que tu essayes de mettre en place, le risque c'est de tout faire mal. Ouais. T'as tes mails qui s'accumulent, ça te stresse et tu fais pas bien ton exécution. Et d'un autre côté, tu redescends pas au niveau de ton middle management, les valeurs de ta boîte, et eux-mêmes sont un peu livrés sont un peu livrés à eux-mêmes. Voire même tu fais du micromanagement, quoi. Ou tu fais du micromanagement. Et donc là, tu vois, ce qui est marrant, c'est que j'en parlais hier justement à l'avant-première du documentaire Startup Nation, Mindset is Key. Yes, fait par com, tu vois, ça permet de faire un peu d'auto-promo. Je disais, ce qui est marrant, c'est que là, tu vois, il y a des semaines où je dis, j'ouvre pas mon ordinateur. Je réponds à aucun mail, je réponds à aucun Slack, et je vais juste passer du temps avec les managers. Ok, qu'est-ce que tu fais? Et pas faire du micromanagement, mais poser des questions qui les font réfléchir, qui questionnent aussi sur la façon, les process. Donc c'est essayer de les pousser à se poser les bonnes questions, mais juste je suis avec eux, je leur remets de la vision. En fait, je pense que à un moment donné, le rôle du fondateur et le rôle du CEO, c'est juste remettre de la vision. Tu vois. Ouais, génial. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit sur les juniors. Alors, je me place, je fais un peu l'avocat du diable et je me positionne en tant que junior. Effectivement, d'autres CEO comme toi qui ont pu me parler de ça, effectivement, qui préféraient mettre un peu plus d'argent dans un senior, ou en tout cas quelqu'un de plus expérimenté, qui ferait gagner plus de temps, etc. Comment tu arrives à coïncider un peu ces deux éléments, parce que c'est vrai que les juniors, ils ont pas forcément envie de rejoindre une grosse structure, ce qu'on peut comprendre, parce que moins t'es structuré, plus tu peux avoir de liberté d'action, et puis l'aventure est peut-être un peu plus décousue, certes, mais fascinante. Et est-ce que tu as des idées un peu que tu conseillerais aux autres chefs d'entreprise comme toi pour un peu mêler les deux? Déjà junior, tu vois, quand je dis junior, c'est pas une question d'âge. Ouais, bien sûr. Je parle de senior dans le boulot. Hein. Ouais, mais tu vois, on a fait un boulot de malade au marketing. Et d'ailleurs, il y a plein de concurrents qui nous disent, mais comment vous avez fait pour avoir tant d'acquisitions? J'ai 3 personnes au growth chez moi. Les gars, ils ont tous moins de 23 ans. Et en fait, depuis qu'ils ont l'âge de 16 ans, ils expérimentent, ils testent. Ils ont des idées en pagaille. Et dès qu'ils ont une idée, ils la testent. Et donc, tu vois, j'en ai 3. Ils ont moins de 23 ans. Je les considère pas comme des juniors, tu vois. Et d'ailleurs, ils ont pas le salaire d'un junior. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait déjà 5 ans qu'ils testent plein de choses de leur côté, ils font plein d'expérimentations et ils vont très vite à je teste, ok ça marche, je continue, ça marche pas, et ils l'ont déjà fait des dizaines de fois. Donc en fait, t'es pas obligé déjà d'arriver dans une startup pour tester plein de hacks et faire plein de trucs de ton côté. Et quand t'as déjà testé des trucs, tu te dis ça, je l'ai déjà vu dans un autre business, ok, ça fonctionne, je vais le déployer chez Brix. Et en fait, même s'ils ont moins de 23 ans, ils ont bossé soit en agence, soit ils ont fait du freelance et ils ont déjà accompagné d'autres startups, testé des trucs. Et c'est ça, moi, que je valorise. Donc, il y a 2 choses. Il y a le fait de l'avoir déjà fait et le fait de l'avoir expérimenté dans d'autres business. Et cette capacité à aller très vite en termes d'exécution pour se dire, je teste, ça fonctionne ou ça fonctionne pas et je passe à autre chose. Et donc, ce qui est clé au début aussi, c'est ta capacité à exécuter vite pour voir ce qui fonctionne ou non. Ouais, bien sûr. Donc effectivement, je comprends, quand je parlais de junior, c'était pas forcément dans l'âge, mais par exemple, je prends quelqu'un qui sort d'école de commerce ou d'école d'ingénieur, qui a pas forcément pendant ses études pris l'initiative de justement un peu bosser sur ces sujets, donc qui arrive avec une culture assez fraîche, mais qui pour autant veut rentrer dans une start-up et pas aller dans un cabinet de conseil ou dans un gros groupe. Effectivement, c'est peut-être sur la partie enseignement où il faudrait peut-être conseiller justement, même en étant en études, d'essayer de mettre un pied là-dedans et tester les choses. Ouais, soit la personne est très ouverte d'esprit et va, tu vois, maintenant avec LinkedIn ou autre, t'as plein de façons de toucher des boîtes et donc elle peut commencer à bosser en mode freelance et à proposer des choses. Tu vois, Johan et Roman, là, qui sont chez moi au Growth, ils étaient encore en études. Ils m'ont contacté, on était en juin 2021, donc moi, ça faisait 4 mois que j'avais lancé Brix, et ils m'ont envoyé un mail sur LinkedIn. Ils me disent, écoute, on vient de faire une stratégie marketing pour Brix. On a plein d'idées de hacks pour faire grossir le truc. Si tu veux, on vient te voir dans tes bureaux et on te présente le truc. En fait, d'eux-mêmes, ils ont réfléchi à une strat market pour faire de l'acquisition de trafic
Ils sont venus me la présenter et je m'en foutais de la stratégie, tu vois. Moi, je voulais juste voir comment ils réfléchissaient et je me suis dit, bah, déjà, s'ils ont pris du temps de leur côté pour faire toute une stratégie marketing, bah, bien sûr, je vais les rencontrer. Je vais voir comment ils réfléchissent. Et en fait, ils avaient, pour moi, la bonne façon de réfléchir et je leur ai dit, bah ouais, carrément, les mecs, vous finissez quand l'école? On commence et moi, je vous prends dans l'équipe. Forcément, ça te coûte du temps et de l'énergie. Eux, ils y ont passé du temps à me pondre une strat marketing. Mais finalement, c'était de l'audace et ça montrait leur détermination et c'était la meilleure porte d'entrée, tu vois, pour se faire ensuite intégrer dans une startup qui était en train de décoller. Donc je pense que même si t'es encore à l'école, tu peux avoir ce type de comportement où vraiment bah, tu vas réfléchir, tu vas y mettre de l'énergie, tu vas y mettre du cœur et c'est jamais perdu. C'est-à-dire que même si t'as passé 5 heures pour faire la stratégie marketing d'une jeune boîte qui te fait kiffer, que tu vois passer, bah tu le fais pas pour rien, parce que même si le fondateur il veut pas te recevoir et il dit bah non c'est bon j'ai mon équipe marketing, c'est pas grave, c'est un vrai apprentissage, tu vois. Ouais, c'est un muscle qu'on aura développé. C'est un muscle que tu as développé. Et après, chez les jeunes qui veulent bosser en start-up, et moi je recommande à tous les jeunes de partir en start-up parce que c'est un accélérateur par rapport à des grands groupes. Ce qui peut être sympa, c'est d'avoir une start-up qui a déjà 40, 50 employés, parce que là tu vas avoir quelqu'un de plus compétent qui va pouvoir te mentorer et te dire bah ça j'ai testé, ça fonctionne, ça j'ai testé, ça fonctionne pas. Et là aussi ça te fait gagner pas mal d'expérience. La difficulté, tu vois, c'est toujours le jeune qui arrive dans une startup où tu as 4 personnes et c'est à lui de tout faire. Si j'ai jamais fait, par où je commence. Presque impossible. Donc là, soit il faut que tu sois très bon, très souple en termes de jeu de jambes pour te dire ok, je sais pas, je vais tout tester, mais il faut vraiment que je sois rapide pour savoir ce qui fonctionne ou non. Soit tu vas dans une boîte un peu plus grosse et là tu as un accompagnement. Ouais, bien sûr. Alors pour parler un peu justement de ce documentaire auquel tu as participé, qu'est-ce que tu en as un peu retiré? J'imagine que tu as pu échanger avec les autres intervenants. Donc c'est focus sur le mindset. Quel est un peu ton retour sur ça? Ce que tu conseillerais, un peu tes enseignements sur cette aventure? Ouais, il y a 3 choses que j'ai retenues qui sont intéressantes. C'est que ce qui importe déjà, c'est la résilience. Quand tu montes un business, tous les jours, il va t'arriver des merdes. Tu vas de galère en galère. Et le rôle de l'entrepreneur, c'est juste de déconstruire des problèmes qui t'arrivent tous les jours. Et quand je dis galère, c'est pas grave, c'est bien. Moi, j'adore ça. J'adore me lever le matin et me dire ok, là, il y a ça qui est compliqué, qu'il faut résoudre. Et tu vois, c'est un puzzle. Et au fur et à mesure, tu te dis ah ouais, mais j'ai de moins en moins de galères et c'est de plus en plus... Et tu te lèves avec cette complexité à résoudre, tu vois. Soit tu le vois comme une galère et c'est le bout du monde, soit tu le vois comme finalement un problème mathématique à résoudre. Et donc moi je suis très pragmatique et donc moi ça me plaît ce côté ok, j'ai des complexités qu'il faut que j'arrive à surmonter, mais il faut être très résilient parce qu'il y a des matins t'as un peu moins d'énergie et ça va être plus dur d'aller au travail. Et donc dans ces cas-là, ce que je vois, et les entrepreneurs qui réussissent, ce sont les entrepreneurs qui sont passionnés par ce qu'ils font. Quand tu es passionné par ton secteur d'activité, bah, c'est bien plus simple de te lever le matin et de te dire ok, ça va être une journée compliquée, mais c'est pas grave parce que c'est cool ce que je suis en train de faire. Et donc il y a un founders market fit qui est que le fondateur de la boîte doit avoir une vision forte dans laquelle il croit et aimer le secteur d'activité sur lequel il est. Moi, j'y crois pas, tous ces jeunes qui sortent de HEC, les mines, X, et qui disent « Ok, j'ai repéré une opportunité, on va faire plein de pognon, mais on s'en fout complètement de la vision, on s'en fout complètement des valeurs, et on veut juste faire de l'argent, et ça va être notre moteur. » Il y en a pour qui ça fonctionne. Moi, je me retrouve pas du tout là-dedans, et je pense que sur du long terme, l'entrepreneur, même si au début l'argent est un moteur, rapidement il se rend compte que ça fait pas tout et il faut une vision un peu plus forte, tu vois, pour pouvoir en plus entraîner le reste de l'équipe. Tu parles de vision, faut peut-être aussi se fixer des objectifs à avoir, pas forcément à long terme, même à moyen terme, pour s'il y a tout le temps des problèmes et qu'on sait pas trop où on va, au bout d'un moment je pense que c'est évident qu'on lâche, quoi. Ouais, en fait si tu veux, nous la façon dont on est organisé, donc on a une vision qui est démocratiser l'investissement immobilier pour tout le monde et après on se met des objectifs qui vont être nos targets à 6 mois, à 3 ans et à 5 ans. Et donc on a notre objectif, comme tu dis, à 6 mois, donc on connaît la direction vers laquelle on veut aller. Et donc c'est ce qui te permet de dépasser à chaque fois les problématiques que tu rencontres. Cette adéquation fondateur et marché, premièrement, est très importante si tu veux perdurer, si tu veux perdurer et avoir cette résilience. Résilience égale motivation et tout ce qui s'ensuit. Deuxième point important que j'ai noté au niveau du documentaire, c'est que il n'y a pas une bonne façon d'entreprendre. En fait, c'est un curseur que tu peux bouger dans tous les sens. Et il faut juste que ça te corresponde. Tu vois, on parle beaucoup des levées de fonds. Il y a des entrepreneurs qui lèvent pas d'argent. Qui bootstrap.
Et c'est très bien, et c'est génial. Et à l'opposé du spectre, t'en as qui lèvent 300 millions en 2 ans et qui sont licornes au bout de 18 mois. Et c'est très bien, et c'est très cool, il en faut. Et t'as les mecs qui sont au milieu, et c'est très bien. T'as ceux qui sont très visibles sur LinkedIn, ceux qui sont clivants, ceux qui préfèrent rester dans l'anonymat. T'as ceux qui sont solo founders, qui ont monté la boîte seuls parce que c'est comme ça qu'ils veulent avancer, ils vont vite. Et il y a ceux qui te disent, ben non, moi, c'est une aventure humaine, si je m'associe pas, je monte pas de boîte parce que c'est ce qui me fait kiffer. Et c'est fine aussi. Et si tu veux, il n'y a pas de bonne façon d'entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est juste essayer d'avancer tous les jours un peu plus, tu vois. C'est un pas après l'autre. Et donc, ce que tu retiens dans ce documentaire, c'est un accélérateur de vie, c'est un accélérateur de carrière, c'est un accélérateur de plein de choses, mais il n'y a pas une façon de faire. Il faut que tu trouves la façon qui te correspond le plus. Parce que sinon, tu vas te travestir. Tu vois, ce qui est marrant, moi, j'ai monté 1001 pharmacies avec une associée et je trouvais que c'était compliqué de toujours se synchroniser, être en phase sur la vision, sur les valeurs. Et donc, Brix, j'ai voulu être seul. Je me suis dit, c'est ma boîte, c'est ma vision, je veux vraiment monter ça solo. Et quand au début j'ai commencé à discuter, notamment avec des investisseurs qui m'ont dit « Ah, c'est sympa ce que tu fais, est-ce que tu peux nous en parler ?» Et le premier truc qu'ils m'ont dit c'est « Ouais, mais nous on n'investit pas dans des boîtes solo founders, donc ça nous intéresse pas, nous s'il n'y a pas minimum 2 fondateurs. » Et tu vois, le réflexe naturel d'un jeune qui le fait pour la première fois, ça va être de vouloir tout de suite trouver un associé. C'est rassurant, je pense. Mais tu peux pas trouver un associé. C'est un mariage, quoi, quand tu crées une boîte. Tu vas pas trouver un gars au coin de la rue qui pile s'associe avec toi et complémentaire. Bien souvent, les gars, ils prennent des associés. Tiens, tu vas être mon associé. Ils se connaissent même pas. En fait, comment ça peut fonctionner? Tu vois, tu vas être H24 avec une personne. Et là-dessus, je pense que c'est la mauvaise idée de complètement se défocaliser pour aller trouver un associé plutôt que d'exécuter en termes de business. C'est pas grave. S'ils ont leur thèse d'investissement qui est de dire il faut 2 associés, bah, on bossera pas ensemble. En fait, ce qui est marrant, c'est que dès que ta boîte a décolle, bah, ils reviennent te voir, ils te disent ah ben en fait on s'en fout. On veut bien. tu fais du chiffre d'affaires, t'es rentable, ça nous intéresse d'investir dans ta boîte. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tu leur as prouvé que t'avais pas besoin d'un associé et que c'est ton équipe de management direct qui fait ton associé. C'est que moi, la chance que j'ai, c'est d'avoir, 7 gars qui sont en direct report et qui vont gérer le marketing, qui vont gérer la technique, et qui sont bien meilleurs que moi. Et en fait, c'est mes associés, tu vois. Ma boîte, elle est impliquée au capital parce qu'il y a des BSPCE pour tout le monde, mais ils sont directement associés au projet, et ça me permet d'avoir vraiment une expertise forte sur tous ces domaines, et c'est bien mieux que d'avoir une personne qui, comme moi, est un peu généraliste de tout, et finalement, comme je te le disais, moi, mon but, c'est la vision. Si on est 2 à avoir des visions différentes, c'est encore pire que tout. Moralité, ne pas se travestir et faire la boîte dont on rêve, en fait. Tu vois, et il n'y a pas de bonne façon de faire. Donc ça, c'était le deuxième point. On parle souvent de startup égale croissance, tu vois, c'est comment je fais des choses très rapides. Mais je pense que au-delà de cette startup nation qui repose quand même sur cette American Dream où tout est possible, ce qui importe, c'est l'entrepreneuriat et ce que tu crées en termes de valeur, parce que c'est ce qui t'ouvre des portes. Donc moi, croissance, c'est aussi dans la croissance d'aventure, de carrière. Et ce que j'aime bien, c'est les jeunes comme toi, tu vois, qui se disent, je sais pas si j'entreprendrai, mais en tout cas, je vais créer du contenu, je vais aller sur les réseaux, je vais apporter une expertise, parce que tu le vois, ça te permet d'accéder à des personnes que t'aurais jamais pu toucher si t'avais dit, je suis salarié dans telle entreprise, est-ce que ça te dit d'aller boire un café avec moi? Le gars, il va te regarder, il dit non mais moi j'ai un business, j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre. C'est quoi mon intérêt d'aller boire un café avec toi? Tu vas m'apporter quoi? Et alors que là, tu vois, on a une discussion. Moi, j'ai l'impression que tu m'apportes de la valeur parce que finalement, il y a des personnes qui vont écouter ce podcast et qui vont découvrir Brix. Toi, c'est super parce que tu vas pouvoir me recontacter et m'envoyer un mail. Salut Cédric, est-ce que tu peux m'aider à discuter avec cette personne ou me donner un conseil? Et donc, ça crée un lien. Pourquoi? Parce que tu fais quelque chose. Tu es en train de créer quelque chose. Et donc, j'encourage tous les jeunes, moins jeunes, en tout cas toutes les personnes qui veulent sortir un peu de leur zone de confort et accélérer leur vie, à mettre en place, tu vois, ce partage, cette expérience, parce que c'est génial en termes de carte de visite. Ouais, bien sûr. Même humainement, c'est génial comme aventure. On apprend plein de choses. Et ça coûte rien. Moi, c'est ce que je te disais. J'étais encore étudiant. J'ai envoyé un mail à TechCrunch en leur disant, écoutez, je suis étudiant motivé, bénévolement, je vais aller interviewer des fondateurs et écrire des articles. Vous n'avez pas besoin de me rémunérer.
et les gars ils ont dit bah ouais fine, nous ça nous va bien, ça fait du contenu, et moi ça me permettait d'aller dans des événements entrepreneuriaux, commencer à rencontrer des personnes qui m'ont donné quelques conseils, et tu vois ça te force déjà à mettre un pied à l'étrier. Ouais, bien sûr. Alors, moi, je peux que vous conseiller de faire ça, bien évidemment. Vous serez surpris de savoir à quel point les entrepreneurs répondent. C'est pas une légende, et alors, bien sûr, il faut leur apporter des choses, comme le disait Cédric, mais globalement, tout le monde ne répond pas, parce que, bien évidemment, vous avez quand même des agendas contraints, mais franchement, pour la grande majorité, ça vaut le coup, et au pire, par défaut, vous aurez un non. Le but, c'est d'aller chercher le oui. Donc, D'ailleurs, je m'excuse. Pourquoi ? Parce que j'ai vu que tu m'avais contacté assez tôt, tu vois, tu m'as relancé 6 mois plus tard. Ouais. Et là, j'avais... Ah merde, il m'avait contacté déjà il y a 6 mois, j'avais oublié de répondre. Et donc, tu vois, tu parles de résilience, non, je lâche rarement. je relance toujours un peu. Alexis Bizino, si tu me regardes, j'ai le harcèle depuis que je l'ai rencontré en avril 2022, je lui envoie un mail par mois. Il vient enfin de me répondre et on devrait bientôt caler l'épisode. Trop bien. Réponds-moi quand même. mais ouais. C'est génial. Écoute, merci beaucoup Cédric. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, Brix, tes réseaux, dis-nous tout. Ouais, donc j'ai dit que je répondais pas à mes mails. Je réponds un peu plus sur LinkedIn quand c'est comme ça un premier contact entrant, sauf que je fais des réponses en batch, donc ce qui fait que des fois je vais pas répondre pendant 1 mois ou 2 mois et tu vas recevoir une réponse 2 mois plus tard. Mais question de timing toujours. Question de timing, donc si t'es juste avant mes réponses en batch, tu peux avoir une réponse sous 2 jours, et sinon ça peut prendre plus d'1 mois. Mais ouais, il faut me rajouter sur LinkedIn et tenter sur LinkedIn. Ok, génial. Brix, Brix.co, c'est ça ? Je mettrai le lien en description. Puis sinon, tu n'as pas spécialement d'autres Brix, c'est pas sur Instagram ou autre Si, on est sur Insta, on est sur Discord, on est sur Facebook. Non, on a une communauté de membres qui est assez active, donc c'est sympa, ça échange pas mal. Génial. Donc très cool. Ceux qui veulent nous rejoindre... peu importe le canal. Ouais, génial. Écoute, je mettrai tous les liens en description du commentaire. Merci. Cédric, merci encore. C'était super de pouvoir échanger avec toi. Merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous nous écoutez encore, n'hésitez pas à partager cet épisode parce que je suis convaincu que ça vous a forcément plu. Et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!